et des varices œsophagiens. Donc, on a une absence complète de tout ce qui signe en faveur d'une hépatosplénomégalie. D'accord? Donc, quelle est votre démarche? Donc, on a dit que c'est une hémorragie digestive haute d'origine ulcéreuse le plus probable. Donc, quelle serait votre conduite? Je ne vous écoute pas. On ne parle pas de perforation ici. Il n'y a pas de signe clinique ou bien fonctionnel en faveur de la perforation. On parle d'hémorragie digestive. Dans l'introduction, déjà, on a dit que l'endoscopie prend toute sa place pour le diagnostic et pour la thérapeutique. D'accord? Hospitalisation. Oui? Hospitalisation. Oui, très bien. On hospitalise le patient. Oui. Voie d'abord, conditionnement du patient. Oui. Traitement médical, IPP. Oui. Groupage sanguin NFS, fonction rénale. Oui, oui. Endoscopie d'hémostase. Oui. Conditionnement. Transfusion qui nécessite. D'accord. Mais tout ce que vous avez dit, c'est bien. On va le structurer. Et vous avez qu'à oublier quelque chose de très important. C'est l'évaluation de la gravité du tableau. Le patient vous consulte aux urgences. Est-ce que vous allez le traiter en ambulatoire, le mettre dans un service de chirurgie ou bien d'emblée l'hospitaliser en service de réanimation chirurgicale? D'accord? Donc, il faut être didactique. Le diagnostic positif de l'hémorragie digestive, le diagnostic de gravité, d'accord? La réanimation et le conditionnement du patient pour améliorer son état, le diagnostic étiologique qui peut être en parallèlement, et ensuite discuter le traitement spécifique. D'accord? Donc, le premier point, c'est le diagnostic positif. Lorsque l'hémorragie est extériorisée, le diagnostic il est facile. Donc, le patient va consulter pour hématémèse, méléna ou l'autre vallée comme une rectorragie. C'est la catastrophe. Ou bien c'est une hémorragie non extériorisée. C'est un patient qui saigne dans son type digestif, mais rien n'est extériorisé. Dans ce cas, il va consulter pour une anémie aiguë, un état de choc hémorragique, et dans ce cas, le toucher rectal va établir le diagnostic avec la présence de rectorragie souvent, ou bien de méléna, et la fibroscopie. D'accord? Une fois le diagnostic positif a été fait, comme a dit votre collègue Ataf, il faut hospitaliser le patient en réanimation chirurgicale, parce que c'est possible. Commencer déjà le conditionnement du patient, parce que l'évolution, elle est imprévisible jusque-là, et ensuite évaluer la gravité du tableau. Pour le diagnostic de gravité, on a 3 points à évaluer, qui sont l'abondance, terrain, et quoi d'autre? L'étiologie, oui. Pour l'abondance, généralement, ce qui est pratique en urgence, c'est le score d'Edelman avec 3 paramètres qui sont le pouls, la tension, le chiffre d'hémoglobine, l'hématocrite et le nombre de kilos globulaires transfusés. On a un autre score qui est le plus pratique, l'idéal pour évaluer la gravité du tableau ou bien de l'état de notre patient, c'est le score de Glasgow-Blatchford. Il va tenir compte de la clinique, la biologie et le terrain. D'accord? Dans ce cas, on peut évaluer d'emblée la gravité du tableau. Et lorsqu'on a un patient dont le score est inférieur à 1, c'est-à-dire que ça évalue entre 0 et 1, dans ce cas, on peut le traiter en ambulatoire. Donc, comme on a dit, évaluation de l'abondance, le terrain, surtout que le sujet est âgé, porteur d'une comorbidité, surtout s'il y a insuffisance respiratoire, rénale, cardiaque, un patient sous corticothérapie au long cours, ce qui retarde la cicatrisation des ulcères, ou bien sous anticoagulants qui gênent
la coagulation, l'hémostase de l'ulcère, ou bien l'étiologie, puisque un cirrhotique a le droit de faire un ulcère. D'accord? On fait, même si un patient qui, vous le connaissez, porteur de VIO, il est cirrhotique, on doit faire l'endoscopie afin d'éliminer l'origine ulcéreuse, parce qu'il peut être porteur d'un ulcère. D'accord? Donc, après le diagnostic de gravité, c'est le conditionnement et la réanimation. Et dans ce cas, on va restaurer la volumie pour corriger la fonction rénale, parce que généralement, le saignement, c'est une perte de volume liquidien, sanguin, et ça donnera une insuffisance rénale fonctionnelle. Lutter contre l'hypoxie cellulaire et bien sûr, lutter contre les troubles de la coagulation. Parce qu'un patient qui va continuer à saigner, va consommer beaucoup de protéines d'hémostase, il va passer vers la CIVD. Donc, on va faire une double voie d'abord, commencer la surveillance avec l'instauration des éléments de surveillance, commencer le bilan biologique et surtout le groupe sanguin, la fonction rénale pour conditionner le remplissage de notre patient par des cristalloïdes puis des macromolécules en attendant la transfusion par des kilos et du BFC et bien sûr l'oxygénothérapie. L'évolution, soit que notre patient il va se stabiliser rapidement, on va continuer notre surveillance et indiquer la fibroscopie, soit que le patient reste toujours instable avec un état de choc réfractaire et on doit l'opérer rapidement en absence de signes d'hypertension portale. Donc, le diagnostic étiologique, ici, c'est la clinique d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut, à l'interrogatoire, éliminer toute autre étiologie de saignement haut. Surtout la prise de médicaments gastrotoxiques, l'antécédent d'hépatopathie et spécialement la cirrhose connue, antécédent d'ulcère connu, les épigastralgies non explorées, mais qui sont typiques d'ulcère. C'est-à-dire que votre patient, il vous dit que j'ai des épigastralgies qui datent depuis longtemps, qui sont presque quotidiennes à certains moments. Ensuite, c'est une période d'accalmie, ils reprennent, ce qui est en faveur de l'ulcère. Il faut noter aussi l'absence de signes en faveur d'hypertension portale, la cirrhose, la splénomégalie, l'hépatomégalie, la circulation veineuse collatérale, l'acide, à la biologie, un bilan hépatique qui est normal, pas d'insuffisance hépatocellulaire qui est contre l'origine cirrhotique. Donc, dans ce cas, on va faire la fibroscopie dans les 12 heures, qui est l'examen maître pour l'hémorragie digestive. Ça permet de faire le diagnostic positif, c'est-à-dire du saignement, l'origine du saignement, donc le diagnostic étiologique, un intérêt pronostic puisque ça permet d'émaner une classification et de prédire les patients à risque de récidive précoce. Donc, c'est une fibroscopie qui doit être faite chez un patient calme, stable sur le plan hémodynamique, pas un patient choqué. On va encore aggraver son état et bien sûr sur un estomac qui est préparé. De nos jours, on ne fait plus de lavage gastrique parce qu'un lavage gastrique peut déstabiliser un caillou adhérent qui a fait arrêter le saignement. Dans ce cas, on va préparer l'estomac avec l'injection intraveineuse d'érythromycine. L'érythromycine, presque une demi-heure avant la fibro, on injecte de l'érythromycine qui est un gastrokinétique qui permet une vidange rapide de l'estomac. D'accord? Jamais de lavage gastrique. Donc, une fois la fibroscopie elle est faite, on va objectiver l'ulcère et on va objectiver le saignement s'il existe, s'il n'est pas encore tari, et elle permet de nous donner cette classification, c'est la classification de Forrest. Soit c'est un saignement actif, type 1, en G ou bien en A, un saignement récent avec des vaisseaux visibles ou bien un caillot visible ou bien un ulcère qui ne saigne pas. Donc, c'est un diagnostic étiologique qui permet aussi d'émaner ou bien de prédire les récidives précoces du saignement. Donc, les facteurs prédictifs de récidive du saignement, c'est l'âge, comme on a dit. L'état de choc à l'admission, c'est un patient qui a saigné beaucoup. Donc, c'est plutôt un gros vaisseau qui est érodé qu'un artériel sous-muqueux. Le siège
surtout l'ulcère bulbaire postérieur, le type endoscopique, c'est-à-dire Forest 1 ou la 2A, 2B, et l'existence d'une comorbidité et surtout la prise de corticothérapie à long cours ou bien d'anticoagulants. Donc, une fois le diagnostic positif, on a évalué la gravité de notre patient, on l'a hospitalisé, on a commencé notre réanimation, on a fait l'endoscopie et on a déjà un diagnostic. On va discuter maintenant le traitement spécifique. Le traitement spécifique pour la maladie ulcéreuse dans sa forme hémorragique émane de 4 volets. Le volet médical qui est commun à toute étiologie, l'endoscopie, la radiologie interventionnelle si elle existe, et bien sûr la chirurgie qui malheureusement prend toute sa place. Pour le traitement médical, comme l'a dit, avec l'avènement des IPP qui sont d'accès libre de nos jours, cette complication elle est réduite. Mais même si elle existe, l'administration d'IPP à forte dose au cours de saignement, ça permet de stabiliser le caillou et d'arrêter le saignement. Dans ce cas, on va donner au patient 80 mg en bolus, c'est-à-dire en intraveineuse directe, puis 5 ampoules sur les 24 heures à raison de 8 mg heure, avec une trithérapie qui permettra d'éradiquer la bactérie responsable de cet ulcère qui est l'Helicobacter pylori. Bien sûr, en associant toutes les mesures médicales de réanimation qui sont le remplissage, la transfusion, l'oxygénation, d'accord? Oui? Quadrithérapie. C'est une erreur de frappe, je m'excuse. D'accord. Donc, pour l'endoscopie, comme elle a dit, si on a un plateau technique développé d'endoscopie, en même temps, endoscopie, on fait le diagnostic étiologique de l'origine du saignement et on peut arrêter le saignement. Et on a plusieurs méthodes. Bien sûr, l'endoscopie, comme je dis, elle doit être faite sur un patient qui est stable sur le plan hémodynamique, après une préparation gastrique à l'érythromycine qui permettra une vidange gastrique rapide. Les moyens dont on dispose, soit l'adrénaline, l'injection locale d'adrénaline, ou bien la coagulation thermique, ou bien la pose de clip hémostatique. Ici, c'est l'injection locale d'adrénaline qui est un vasoconstructeur. Ça donnera une vasoconstriction du vaisseau qui saigne et par suite arrêter le saignement. On a aussi la pose de clip, sachant qu'on peut associer 2 ou 3 modalités endoscopiques pour arrêter le saignement. D'accord? C'est les clips en pérendoscopie. Je dispose donc d'une vidéo. Non, c'est largement suffisant. Si on dispose des moyens endoscopiques d'hémostase, c'est largement suffisant, d'accord? Si le saignement persiste ou bien il récidive, dans ce cas, c'est la chirurgie qui va intervenir. Donc, cette hémostase endoscopique, elle est indiquée lorsqu'on a une hémorragie active, c'est-à-dire un ou un B de Forest. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Non, ils vont chuter à la cicatrisation.
une croûte. Ça va cicatriser, la croûte va chuter. D'accord, donc on reprend. L'hémostase endoscopique est indiquée lorsqu'on a un saignement actif, stigmate de saignement récent. Et pour le stigmate de saignement récent, surtout lorsqu'on a un caillou adhérent, il faut mobiliser d'abord le caillou pour bien visualiser le vaisseau qui saigne faire l'hémostase. Ça, la vidéo de M. Donc ici, c'est un ulcère qui a saigné. L'endoscopie qui a été faite a montré la présence d'un caillou adhérent. Oh là là. Malheureusement, hein, la vidéo ne veut pas fonctionner. Non, jusque-là, on parle d'ulcère duodénal. Ici, c'est un ulcère duodénal. Ce que vous voyez, le vert, c'est le reflux de bile à partir de la papille. D'accord? On a un ulcère ici, postérieur, avec un caillou adhérent. En principe, malheureusement, la vidéo ne va pas fonctionner. On mobilise le caillou. Le vaisseau va se mettre à saigner. Dans ce cas, on va le repérer et mettre 2 clips dessus avec une électrocoagulation. Comme on l'a dit, pour l'hémostase endoscopique, on peut associer 2 modalités thérapeutiques ou plus. La radiologie interventionnelle, lorsque le vaisseau qui saigne n'est pas accessible par voie endoscopique, donc on peut le repérer par radiologie, par artériographie, et on va voir une perte, une fuite de produits de contraste, et en ce cas, on va le repérer et mettre soit de la colle biologique ou bien un coïlis. Le coïlis, en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais le ressort, qui permettra de boucher le vaisseau qui saigne. Traitement toujours, la chirurgie. La chirurgie, on a soit l'intervention classique qu'on appelle l'intervention d'Oemberg, c'est-à-dire qu'on va faire une incision du duodénum au niveau de son bulbe avec une pylorodiodynotomie longitudinale, comme vous voyez, c'est longitudinal. On va faire une hémostase élective endo-ulcéreuse, on va suturer le fond de l'ulcère qui saigne. Et ensuite, finaliser l'intervention par une pyloroplastie à la muculite, c'est-à-dire qu'on va faire la suture dans le sens contraire, transversal. On fait une bivagotomie tronculaire pour contrôler l'hyperacidité et la maladie ulcéreuse. Deuxième type d'intervention chirurgicale, lorsqu'on fait la triple hémostase, c'est-à-dire une intervention d'Oemberg associée à une ligature vasculaire élective en sus et sous-duodénal. Comme vous savez, il y en a plusieurs anastomoses artérielles, périgastriques. Donc, on peut suturer l'ulcère lorsque c'est possible, mais parfois, le fond de l'ulcère, il est très friable. On ne peut pas faire une hémostase endo-ulcéreuse. Dans ce cas, on va ligaturer le vaisseau en sus et sous-duodénal. Bien sûr, avec une vagotomie et une pyloroplastie. Lorsqu'on a un ulcère, par exemple, qui est creusant postérieur au niveau de la tête du pancréas, dans ce cas, c'est l'entrictomie. L'entrictomie qui permettra d'emporter le bulbe duodénal malade et faire l'hémostase directement sur le vaisseau qui saigne.
Donc, les indications thérapeutiques, si on a un patient déjà en état de choc hémorragique et il ne se stabilise pas avec la réanimation, qui continue à saigner, le saignement ne s'arrête pas, dans ce cas, c'est la chirurgie en urgence, bien sûr, lorsqu'on a noté l'absence de signes en faveur d'une cirrhose évolutive. Lorsque l'état de notre patient il est d'emblée stable ou bien stabilisé secondairement. Dans ce cas, on va préparer l'estomac pour la fibro. La fibro va montrer un saignement actif, c'est-à-dire un Forest 1A ou bien un B. Dans ce cas, on fera une hémostase endoscopique lorsqu'on a le plateau technique. Sinon, à défaut ou bien en cas d'échec de l'hémostase endoscopique, c'est la chirurgie en urgence. Si on a un patient qui a saigné et s'est arrêté de saigner, mais qui porte des signes en faveur du stigma de saignement précoce, c'est-à-dire un 2A ou bien un 2B, avec un terrain débilité, sous corticothérapie, etc. Dans ce cas, l'hémostase endoscopique s'indique, bien sûr. Sinon, à défaut, ça sera la chirurgie. Si on a un patient qui ne saigne pas, c'est-à-dire à l'endoscopie, c'est un cratère ulcéreux tout simple. Dans ce cas, c'est le traitement médical. La deuxième complication de l'ulcère duodénal à laquelle on peut être confronté aux urgences, déjà, c'est très pratique, la perforation ulcéreuse duodénale. Elle est plus fréquente que l'hémorragie. Donc, je vous expose le cas d'un patient âgé de 36 ans, tabagique, qui consulte pour des épigastralgiques et des vomissements. Son histoire de la maladie, ça remonte à 12 heures, marquée par l'apparition, je dis bien brutale, de douleurs épigastriques en coup de poignard. 2 heures après un repas associé à des vomissements bilieux. Typiquement, la perforation ulcéreuse, le patient, il vous donne l'heure exacte de début de douleur. C'est typique. L'examen note un patient qui est conscient, coopérant, en bon état d'hydratation, bon état hémodynamique, fébrile à abdominale généralisée, un abdomen qui n'est pas cicatriciel, vierge, et au TR, on a un bombement douloureux du Douglas. La radiographie du thorax aux urgences montre une image qui peut la décrire. Voilà, un croissant gazeux sous la coupole diaphragmatique. C'est le pneumopéritoine qui signe la perforation d'un organe creux. Il faut faire la différence entre le pneumopéritoine et la poche à air gastrique, parce que parfois les patients peuvent vous consulter pour une crise hyperalgique d'ulcère. Il faut juste voir l'épaisseur du diaphragme, ce liseré blanchâtre entre la poche à air et la coupole diaphragmatique. Si l'épaisseur dépasse les 5 mm, c'est la superposition du diaphragme avec la paroi gastrique, donc c'est une poche à air gastrique. Mais si elle est inférieure à 5 mm, c'est de l'air piégé sous le diaphragme, d'accord? Donc c'est un pneumopéritoine. Quel est donc votre diagnostic dans ce cas? Hein? Oui? Donc, c'est une péritonite par perforation ulcéreuse. Mais quelle serait votre conduite dans ce cas? D'accord. Donc, c'est un syndrome péritonial. C'est une irritation péritoniale chez un patient de 36 ans dont la symptomatologie remonte à plus de 12 heures. L'origine de la péritonite est le plus probable une perforation d'un ulcère duodénal vu la notion d'épigastralgie. Donc, on va hospitaliser notre patient en réanimation chirurgicale. On va entamer la réanimation qui sera maintenue en périopératoire, c'est-à-dire en post-opératoire, et opérer le patient. D'accord? Donc, oui? On a fait la La péritonite, le diagnostic est déjà clinique. Une défense abdominale généralisée avec un bombement du Douglas douloureux, c'est l'épanchement septique intrapéritonéal. Et on a une péritonite. Donc, les péritonites, quelle est son origine? A priori, c'est la perforation d'un organe creux vu la présence d'un croissant gazeux, d'un pneumopéritoine à la radio. Et
le plus probable, c'est une perforation ulcéreuse, puisque le patient a une longue histoire d'épigastralgie non explorée. C'est ça. Donc, on va hospitaliser notre patient et entamer la réanimation avec la mise en condition de notre patient, l'expansion volumique pour déclencher la diurèse, la correction des troubles hydroélectrolytiques, commencer l'antibiothérapie, l'analgésie et acheminer le patient au bloc. Est-ce que tous les patients porteurs d'une perforation ulcéreuse sont opérés? Donc, en fait, pas tous les patients qui sont porteurs de perforation d'ulcère duodénal sont opérés. Dans 10% des cas, certains patients sélectionnés ne sont pas opérés. On les traite avec une abstention chirurgicale, une surveillance armée, selon la technique de Tyler. Ce sont des patients qui sont au moment de la perforation à l'état de gêne, c'est-à-dire à distance des repas. Ils sont apéritiques. Il n'y a pas de diffusion péritoniale, c'est-à-dire il n'y a pas de défense ou bien contracture abdominale et le toucher rectal, il est calme. La maladie ulcéreuse, elle est récente et pas de corticothérapie au long cours qui va entraver la cicatrisation de la perforation. Dans ce cas, le patient il sera hospitalisé, mis au repos avec une sonde nasogastrique en aspiration, administration d'antibiotiques avec des IPP à forte dose, une surveillance stricte, clinique et biologique du syndrome infectieux. Et en cas de complications, c'est-à-dire d'installation d'une péritonite généralisée, dans ce cas, on va reprendre le patient chirurgicalement. Mais généralement, ce sont des patients qui échappent à la chirurgie et qui répondent bien à cette méthode. D'accord? Ce sont des patients qui sont très bien sélectionnés. Il faut réunir tous ces arguments pour indiquer la méthode de Tyler. À défaut de un de ces arguments, on doit opérer le patient. D'accord? Oui, puisqu'on va mettre l'estomac et le duodénum au repos par l'aspiration. On va administrer des IPV à forte dose avec antibiothérapie. Ça va favoriser la cicatrisation. Donc, à défaut de ces arguments, dans ce cas, on va opérer le patient. Et généralement, on les opère par la chirurgie micro-invasive ou bien la cellulchirurgie. À défaut, c'est la laparotomie, c'est la chirurgie classique. Mais cellulchirurgie ou bien chirurgie classique, c'est la même technique. C'est la toilette péritoniale première. On va faire une toilette abdominale, péritoniale abondante pour éliminer tout ce qui est épanchement purulent ou septique intrapéritonéal. Pardon? En péropératoire, vous avez déjà ouvert le patient, ou par voie celluloscopique, vous allez trouver du liquide louche septique. Dans ce cas, on va aspirer d'abord ce liquide et faire une toilette péritoniale au sérum-phi. D'accord? Une fois que la toilette péritoniale est obtenue, on va faire une suture de la perforation et faire un drainage au contact de la perforation si jamais on aura des fuites à l'extérieur pour éviter une péritonite post-opératoire. Et bien sûr, en post-opératoire, on continue la réanimation qu'on a débutée en pré-opératoire. Le traitement de la maladie ulcéreuse se fera par trithérapie. Oui? Le drainage. La toilette péritoniale, ça donne une irrigation au sérum et une aspiration. On doit laisser la cavité péritoniale clean. Le drainage, c'est la mise d'un rodent ou bien d'autres dispositifs de drainage, qu'il soit le rodent ou bien la lame ondulée, au contact de la perforation, et dès qu'il y a une fuite, elle sera dirigée vers l'extérieur. Pas plus. Voilà. Je t'apprends en poste. Tout ce qui est chirurgie peut être drainé là. D'accord? Mais typiquement pour la maladie ulcéreuse, on draine, puisque l'acidité gastrique qui peut passer par le duodénum peut faire sauter les points de suture. Donc, c'est une soupape de sécurité pour nous. D'accord? Pour l'appendicectomie, pour les appendicites, on va drainer, malgré qu'on fait une suture.
C'est pas le même cas de figure, d'accord? Donc, ici, on ne fait pas de vagotomie, on traite la maladie ulcéreuse par quadrithérapie ultérieurement. Ici, je veux montrer une image d'un ulcère bulbaire antérieur. C'est la perforation, ici, de 5 mm au niveau de la face antérieure du bulbe. Ici, c'est le foie qu'on a soulevé pour voir le bulbe duodénal. Et ce enduit blanchâtre que vous voyez ici, ce sont les fausses membranes qu'on vous a parlé. D'accord? Ici, c'est une péritonite généralisée par une perforation d'un bulbaire antérieur. Donc, je vous rappelle que cette perforation, bien, cette complication peut survenir de façon prodromique, c'est-à-dire énoncer la maladie jusque-là quiescente. C'est l'apanage de l'adulte jeune, généralement là, aux antécédents tabagiques. Une notion de prise de médicaments gastrotoxiques peut être trouvée. Le siège de la perforation est souvent antérieur ou bien supérieur au niveau du bulbe, sachant qu'une perforation postérieure au niveau du bulbe peut se voir. Dans ce cas, un ulcère postérieur peut se rompre ou bien s'ouvrir dans la tête du pancréas et le patient vient consulter dans un tableau de pancréatite. D'accord? La clinique, c'est une douleur épigastrique intense et brutale que le patient va signer l'arrêt en coup de poignard. Pas de température au début, surtout au cours des premières 6 heures, puisque c'est une péritonite chimique, avant l'installation du péritonite purulente. L'ASP va signer le diagnostic par la présence de pneumopéritoine qui est présent dans 75% des cas. Sachant que dans 25% des cas, un patient va nous consulter pour un tableau clinique typique d'une perforation avec douleur, en coup de poignard, que le patient va signer une longue histoire d'épigastralgie. À la radio, on ne trouve pas de pneumopéritoine. Ça se voit dans 25% des cas, puisqu'on a toujours le doute, on complète par le scanner qui va montrer une petite bulle de gaz extra-digestif qui va confirmer le diagnostic. La troisième complication, c'est la sténose, pour l'ulcère duodénal toujours. Ici, c'est le tableau clinique d'un monsieur âgé de 36 ans, tabagique, qui consulte pour des épigastralgies et des vomissements. L'histoire de sa maladie remonte à 2 ans, marquée au début par des épigastralgies à type de torsion. Ce n'est pas des épigastralgies à type de coup de poignard. Et des crampes sans irradiation particulière, rythmées par les repas, postprandiales tardives, réveillant le patient le soir, soulagé par la prise alimentaire et les antisécrétoires. Jusque-là, ce sont des épigastralgies typiques de la maladie ulcéreuse duodénale. D'accord. Ces poussées sont périodiques, entrecoupées de phases de rémission. Ces épigastralgies étaient parfois associées à un périosis, la sensation de brûlure, de reflux, sans vomissement ni anorexie. Le patient n'a jamais été exploré, mais malheureusement toujours automédiqué par un antisécrétoire. Le plus commun, c'est la famotidine. Depuis 6 mois, ces douleurs sont devenues de plus en plus intenses, ne sont plus calmées par la prise alimentaire ou bien les antisécrétoires. Ces douleurs sont actuellement remplacées par de vomissements spontanés postprandiaux tardifs, soulageant le patient. C'est-à-dire, il n'a plus mal, mais à chaque fois qu'il s'alimente, 2 heures, 3 heures ou bien le lendemain, il revomit ce qu'il a mangé la veille, avec un amaigrissement de 6 kg rapporté par le patient. L'examen note un patient en bon état de conscience, un état hémodynamique qui est stable, un malade qui est déshydraté, avec des plis cutanés persistants, un poids à 49 kg pour un jeune de 36 ans, l'abdomen il est plat, souple, dépressible, pas de masse palpable, mais on note un clapotage à jeun. Yes. Pardon? Bon, est-ce qu'il peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire un clapotage à jeun? La palpation de l'épigastre à mi-main, ou bien à 2 mains, va noter la notion d'un bruit hydroaérique au niveau de l'estomac épigastrique, sachant que le patient est supposé être en jeun. D'accord? Le reste de l'examen est sans particularité. Donc, quelle pathologie pensez-vous? Sténose.
Donc, nous revenons. Alors, l'image en bas, c'est l'image d'un bulbe qui est normal, avec des plis muqueux qui convergent, qui sont souples, et c'est normal. En haut, c'est un bulbe qui est sténotique. Il est rétracté. Il n'y a plus de plis muqueux. Il est infranchissable par le fibroscope. Infranchissable. L'alimentation, généralement, ça ne fait pas passer. Juste un peu de liquide. Voilà. Les liquides, juste un peu de liquide. Voilà. Généralement, et je me rappelle, j'ai opéré un patient pour un tactile. Madame ما فهمش صوت. هذول الوحيد اللي يتبع، ما سمعت حتى حد من الجماعة الآخرين qui font la sieste. Oh.
صدقني قريت 3 fois ولا 5 fois من قروين جي با بروبليم. لا بروبليم تاع كونيكسيون صراحة سينو ديجا ننصح بروبليم معروف حتى الدوين سي بيزار 5 fois نقري من قروين جي با سو بروبليم لا خاطر هي مشكلة كونيكسيون كونيكسيون على التسويق المشكلة أني توا عندي دوزيام فوا بارتاجي تمشي تحل الكود كومبليكاسيون كمان كومبليكاسيون رابيدمون تولي تحل تخدم هكا داكور عادش تطلع الكود خاطر راني نيتي إذا كان عادش تطلع الكود باش يبقى لي لا كونيكسيون صراحة نولي نقري لي جروب هذايا وناخر نعملو سيليمون ديستانس هذيك كي راهو معروف بنوتر دات شوف لا من بكري يكون بروبليم دو كونيكسيون بروبليم سيريو كونيكسيون لا بروبليم موجود ديجا صراحة ساعات مع التعليم كذا ولا كل شيء Ok, merci. Alors, on continue. Comme on a dit, je vais faire un peu rapidement, puisqu'on a perdu beaucoup de temps. Donc, la sténose se voit ici sous forme d'une ficelle. C'est une sténose courte, étendue, régulière. Donc, ce n'est pas une sténose tumorale. Donc, au total, il s'agit d'une sténose bulbaire d'origine ulcéreuse, compliquée chez un jeune de 36 ans. Donc, il faut hospitaliser le patient en unité de soins intensifs chirurgicales et commencer d'abord la correction des troubles hydroélectrolytiques. Parce que généralement, le patient, il a vomi depuis longtemps, il va perdre des ions H+, du chlore. Dans ce cas, on aura des troubles hydroélectrolytiques qui vont conditionner la réparation secondaire. Mise en place d'une sonde nasogastrique qui permettra la décompression gastrique, alimentation parentérale et bien sûr l'épreuve à l'IPP, c'est-à-dire un traitement en bolus par les EPP et par voie intraveineuse, parce que certaines sténoses inflammatoires et jeunes peuvent céder rapidement et ne pas avoir recours au traitement chirurgical. En cas d'échec, c'est la dilatation endoscopique si elle est possible, sinon c'est la chirurgie. La dilatation endoscopique, c'est la pose d'un ballonnet gonflable à travers la sténose qui permet de dilater cette sténose lorsque cette sténose elle est courte. Lorsqu'elle est longue, dans ce cas, c'est la chirurgie. La chirurgie, elle consiste à court-circuiter cet obstacle-là, qui est la sténose bulbaire duodénale, par une anastomose gastro-jujunale. Donc, l'estomac va se vider directement dans le jujunal. Donc, c'est une complication classique, comme on a vu, qui se voit chez des patients qui ont une maladie ulcéreuse qui évolue depuis longtemps, avec une multiplication de cette poussée et une guérison qui donnera l'installation d'une fibrose progressive du pylore. Oui? Non? C'est pas un acte facile, on lui dit. C'est pas un acte facile. Le reste parce que les voies biliaires vont se jeter dans le D2, au-delà de la sténose. Donc, les voies biliaires ils vont se vider dans مدام ما عادش نسمع وراه. مدام فمش صوت. لا 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 le micro est ouvert, donc le problème c'est problème de connexion.
كيفاش؟ Non, c'est partagé déjà le cours MG. Non, ça ne marche pas. Et moi, je partageais là. Non, non, il est partagé. Connexion, problème est là encore. De toute façon, j'ai mis l'enseignement en enregistrement. Il est qui m'a samaoniche. Hier dans l'enregistrement, malheureusement. On est là sur ma cour. Mais vraiment, des conditions lamentables. Vous voyez, on n'a pas de shower déjà. Donc, voilà. Donc, c'est le problème des catégories sociales peu favorisées. Oui. Pardon? On va parcourir une autre fois. تنجم تعمل بارتاج ديكران هذايا انزل عليها. اي ما قلقش l'intégralité de votre écran c'est bon. Partagez. نرى كل شيء. امشي للباربان. Allô? Allô? Oui, madame, قاعدين نسمعوا فيك. تسمع فيها باهي اوكي très bien. تشوف l'écran توا؟ Oui. Ben, très bien, merci. Donc, pour cette sténose, on a deux formes. Soit la forme réversible, il y a d'origine inflammatoire, c'est l'œdème, accompagne l'ulcère et est réversible ce traitement médical. Ça enregistre? D'accord. Ou bien elle est irréversible, c'est la fibrose cicatricielle. Et dans ce cas, on va tenter le traitement endoscopique par dilatation, sinon c'est la chirurgie. Cliniquement, ce sont des vomissements fétides, vomissements incorressibles, fétidité d'haleine, un état général altéré avec une dénitration et déshydratation, un clapotage à jeun. L'endoscopie après aspiration gastrique va montrer un bulbe infranchissable et le TOGD va poser le diagnostic. Il faut donc corriger, comme on a dit, les troubles électrolytiques engendrés par ces vomissements, qui sont l'hyponatrémie, l'hypokaliémie. Bien sûr, l'hypoproteinémie par la dénutrition, qui va conditionner le résultat du traitement. Le traitement de la sténose du pylore, c'est la rééquilibration hydroélectrolytique, l'alimentation parentérale, les dilatations si elles sont possibles, sinon c'est le traitement chirurgical. Deuxième volet après les complications de l'ulcère duodénal, c'est les complications de l'ulcère gastrique et dans ce cas, c'est la cancérisation qu'on met en rouge. Il faut redouter toujours un cancer gastrique devant tout ulcère gastrique. Un ulcère gastrique, c'est un cancer jusqu'à épreuve du contraire. Lorsqu'on fait une fibroscopie, on trouve un ulcère gastrique, quelle que soit sa localisation, il faut multiplier les biopsies et refaire les biopsies après cicatrisation. D'accord? Il peut se compliquer d'hémorragie, de perforation, de sténose aussi. L'hémorragie gastrique serait traitée exceptionnellement par simple suture. On doit toujours exciser l'ulcère gastrique. La perforation nécessite aussi une excision des berges de l'ulcère pour biopsie. Si tu veux
تصير إذا كان vous avez un ulcère médiogastrique